Alors, cette question de la souveraineté européenne, elle est essentielle, c'est le thème de la journée. Beaucoup de choses ont été dites dans l'introduction par Frédéric tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur tous ces attributs incomplets dont on parle depuis des années, depuis l'union bancaire jusqu'aux normes dont on discute à l'instant, sur lequel il y a un vrai travail, mais on voit bien qu'on n'a pas passé le point de non-retour. On est en train de s'intégrer définitivement. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à tout ce qu'on dit, et c'est très intéressant la conversation qu'on a, on parle de l'Europe et des États-Unis. Ce qui est certes très important dans le système financier international, certes encore important dans le système économique international, mais il y a quand même tout le reste de la planète qui nous regarde, et on ne sera pas souverain tout seul. Je le dis, je le répète, on a tendance à faire du mauvais Voltaire quand on disait il faut cultiver notre jardin. Donc on va mettre notre jardin, on va mettre des balustrades là, ou des barrières, on va mettre un bocage, on va se cacher et on va espérer que ça marche. Mais c'est complètement illusoire. Regardez ce qui s'est passé à la COP. Regardez ce qui s'est passé au G20. Le problème, c'est qu'effectivement, on a un Occident qui se réunifie en partie sur l'Ukraine, qui, j'espère, va trouver un terrain d'entente sur ces normes. Un Occident qui est probablement plus uni, mais qui est plus seul. Et donc, la question, pour moi, de la souveraineté, c'est aussi la question d'avoir des alliés. Il y avait une intuition très forte au début de la construction européenne. J'appelais ça encore en cours les accords de Lomé, etc. Comment est-ce qu'on va travailler avec le reste du monde ? Aujourd'hui, le reste du monde nous fait de moins en moins confiance. Il y a un problème d'incompréhension. Regardez le cas de l'Afrique. On leur dit depuis des années, on va arrêter de financer le gaz naturel, c'est pas bien, c'est des énergies fossiles. Et puis là, surprise, surprise, on a un petit sujet de gaz naturel, donc on revient les voir en disant, ça serait bien qu'on le fasse. De quoi parle-t-on à la COP? On montre les centaines de milliards investis, notamment par l'Europe, pour investir dans les énergies fossiles en Afrique, et en échange, on leur envoie un peu d'argent pour faire un tout petit peu de renouvelable. Donc la question de la souveraineté européenne, il ne faut pas que ça soit une question de souveraineté égoïste, défensive derrière un mur, il faut que ce soit une question de souveraineté inclusive. Et alors je le dis d'autant plus qu'au-delà des questions énergétiques, le risque des normes qu'on met en place, il ne faut pas que l'Europe, et je vais être extrêmement désagréable, devienne Boboland. C'est-à-dire une Europe qui dit, voilà, ça y est, après avoir erré pendant 200 ans, on a enfin trouvé les voies et moyens d'un capitalisme différent et on va apporter la lumière au monde. Mais, oui, peut-être, mais il faut accompagner. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, voilà, nous en Europe, on met la norme ici, et donc toi en Côte d'Ivoire, toi au Pérou, tu n'es pas exactement là, donc on va vraiment réfléchir à savoir si on te donne des financements. C'est juste pas possible. Et donc pour moi, cette question de la souveraineté, elle est essentielle à la fois dans tous ses attributs, et je souscris à tout ce qui a été dit pour l'instant, mais il faut aller plus loin, il faut aller vraiment dans quelque chose... En fait, à quoi ça ressemble, à quoi elle sert la souveraineté européenne? Est-ce que c'est une souveraineté qui ne sert qu'à l'Europe, ou est-ce qu'on apporte quelque chose un peu à la planète, qui est quand même notre vocation un peu universelle? Est-ce qu'on est un des endroits où nos places financières et notre épargne contribuent à cette transformation ou cette révolution environnementale, apportent des voies et moyens à la transition démographique? On est un continent qui vieillit plus que les autres, ça veut dire quoi en termes d'épargne par exemple? On ne pose pas la question, peut-être que les Chinois ont quelques idées aussi maintenant. Comment est-ce qu'on travaille avec les pays émergents? On passe son temps à expliquer qu'il faut faire de la coopération publique-privée, mais on en parle 100 fois plus qu'on ne le fait. Est-ce qu'on est capable, nous Européens, qui prétendons avoir ce génie, de faire plus de choses ensemble? Et je peux faire une liste extrêmement longue. Donc il ne faut pas une souveraineté qui est de dire, voilà, on va essayer de rassembler notre épargne, de répondre à nos problèmes, et puis on verra bien ce que fait le reste du monde. Je pense qu'il faut avoir une souveraineté de rayonnement. Il y a des défis au XXIe siècle, on a la capacité financière, intellectuelle, réglementaire, etc., de faire des choses. J'avais eu cet échange, pardonnez-moi, je finis là-dessus, cette anecdote, avec David Lipton, qui était le directeur général adjoint du FMI de Christine Lagarde, et qui m'avait dit un jour, un déjeuner, on avait des points réguliers, de manière très, à la fois ironique et un petit peu agressive, il me dit, vous voyez Bertrand, tu vois Bertrand, ce qui vous reste en Europe, c'est deux choses. Taxer ce que vous pouvez, réglementer ce que vous pouvez. Pour le reste, on s'en charge. C'était un peu désagréable, mais il faut qu'on sorte de ce piège. L'Europe, c'est pas seulement les FRAG et RGPD, c'est quand même une projection, c'est une vision. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on sorte de cet endroit où on gère résiduellement ce que le reste de la planète va vouloir nous laisser. Alors, je suis désolé, je suis un peu provocateur, mais à 8 h du matin, on a le droit. Voilà ce que je voulais partager.